Bonjour, merci encore de rester fidèle à Seneweb.com et Seneweb TV et dans l'ensemble de son réseau synchronisé. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir un invité de marque, Claudicia, animateur emblématique sur la RFI à travers l'émission Couleur Tropicale, la plus grande discothèque de l'Afrique, un défenseur de la communauté noire, un journaliste qui fait partie parmi ceux qui ont permis à tous ces artistes africains d'avoir une visibilité hors norme sur l'étendue du territoire national sénégalais et partout à travers le monde dans son émission Couleur Tropicale. Claudicia est un artiste chanteur à la fois aussi qui défend la communauté noire. Dans son émission à la RFI, on entend souvent parler de Claudicia, de l'Afrique, des Caraïbes. Et partout à travers le monde, on sent l'africanité de Claudicia. Alors Claudie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans ce lieu, dans ce média si Mhm. célèbre. Merci Et, beaucoup, et de merci. temps en temps, je vois lorsqu'il y a des partages ou des reprises de ce que j'aurais pu Oui. déclarer. Voilà, Mhm. donc ça me touche beaucoup d'être là. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ici sur Sénéweb. Et aujourd'hui, nous allons parler de culture, nous Ouais, allons parler de musique, nous allons parler de politique, nous allons parler de l'Afrique. Et vous êtes là aussi dans le cadre de la quatrième édition du DMX, Dakar ouais. Music Expo, initiée par notre ami Doudou Sarr. Et en premier lieu, nous allons vous laisser faire votre propre présentation, qui est Claudicia. Oh, moi, je suis simplement un Africain de la Caraïbe, Oui. né à Paris. Je suis un Africain de la Caraïbe, je suis le descendant de ces Euh, Africains que l'on a déportés euh, pour être esclaves. euh, Et cette histoire-là, ce crime contre l'humanité-là, L'humanité, il est oui. toujours là finalement. Il est dans Mm, nos vies, il est dans notre mm, quotidien, il est dans mm, mon quotidien, il mm, est dans mon rapport également aux autres. mm, Ce qui est bien dommage parce mm, que l'esclavage a été aboli, en tout cas en France, mm, le 27 avril 1848. Et mm, pourtant, on voit bien par les discriminations, par le racisme, par tout ce que l'on fait subir à l'Afrique, et après l'esclavage, il y a eu la colonisation, on voit bien que les rapports que nous avons entre les uns et les autres, entre les différents peuples de la planète, entre l'Occident et l'Afrique, entre les peuples afro-caribéens auxquels j'appartiens mm, et l'Occident, on voit bien qu'il y a des nœuds, il y a des points de friction, il y a de l'incompréhension parce qu'il y a toujours encore dans l'esprit de certains mm, cette idée qu'ils sont mm, les dominants et que nous sommes les dominés. Sauf qu'aujourd'hui, mm, il est hors de question que nous soyons les dominés. Il y a bien longtemps que pour moi, je mm. ne me pense pas comme étant un dominé, mais la réalité est là. Et face à cette réalité-là, eh bien, on se lève et on se bat. Merci beaucoup. On se lève et on se bat. Je pense que ça sera partie aussi de notre discussion pour parler de l'Afrique, parler des Caraïbes, parler aussi de la communauté noire. Mais vous êtes là dans le cadre du DMX, Oui, Dakar Music Expo, qui parle de musique. Est-ce ouais. qu'on aimerait un peu savoir votre point de vue sur ce qu'on appelle le Salon international de la musique ici Mais on n'est pas très éloigné de ce que je disais tout à l'heure. Mhm. Lorsqu'on parle de musique, pour moi, on parle de culture. Culture, oui. Et la culture, c'est l'identité, c'est Mhm. ce que nous sommes, Mhm. c'est la façon dont on se présente à l'autre, Oui. c'est ce que l'on amène dans cette corbeille de l'humanité en termes de création, en termes ethnique, culturel, spirituel. C'est tout ça. Dans la musique, il y a tout ça. Et c'est pour ça que la musique doit être respectée. Le DMX, ce n'est pas un festival de plus, c'est un moment, un instant où des artistes sont sur scène, on peut les applaudir, prendre du plaisir, découvrir là encore des cultures lorsque les artistes sont dans la tradition, dans le tradi moderne ou même dans des choses très, très pop, très afro-pop. Et puis il y a les rencontres des professionnels. Pourquoi? Parce qu'en réalité, est-ce que l'Afrique contrôle vraiment à l'échelle internationale? Est-ce que l'Afrique contrôle sa musique? Moi, je ne pense pas. Et nous avons besoin justement de... Il y avait un petit contrôle avant, jusque dans les années 90, début des années 2000. On avait de grandes maisons de disques. Au Sénégal, il y avait de grandes maisons de disques. En Côte d'Ivoire, il y avait de grandes maisons de disques. Au Cameroun, au Congo. Et aujourd'hui, ces maisons de disques-là, elles ont disparu. Mhm. Elles ont disparu au profit, au bénéfice des deux grandes majeures compagnies que sont Universal et Sony. Oui, oui. Alors moi, je n'ai rien contre ces maisons de disques-là, elles font leur travail. Mais comme la nature a horreur du vide, elles se sont installées, elles prennent de la place et elles peuvent, s'il n'y a pas une vraie concurrence locale, Oui. elles peuvent à un moment donné formater la musique qui est produite. Et que nos jeunes, finalement,
ne se réfère qu'aux directeurs artistiques de ces Effectivement. maisons de disques-là. Oui. Et c'est un abandon de territoire pour nous. Mhm. La culture, c'est l'identité. Comment est-ce que l'on veut être présenté sur la scène internationale? Mhm. Comment est-ce que l'on veut pouvoir dire à nos enfants, Mhm. voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous vous transmettons? Qu'allons-nous transmettre si notre musique, on ne la contrôle pas et elle est formatée? Et donc, la thématique de la digitalisation, Oui. du digital justement autour de cela, permet aujourd'hui à des jeunes acteurs du Sénégal, et pas seulement, qui sont venus un petit peu partout d'Afrique, venir rencontrer d'autres professionnels qui viennent des quatre coins du monde, échanger justement les points de vue, les expériences, les savoirs, créer du réseau, bref, conjuguer les talents. Et c'est pour ça que le DMX est important. Pour moi, c'est un rendez-vous bicéphale. Oui. Il y a les prestations Les et il y a prestations, les rencontres il les rencontre aussi. professionnelles. En parlant même des maisons de disques, il y avait aussi à l'époque Sillard Production de Mais Ibrahima oui. Silla qui. Alors, qui existe toujours un petit peu en France, mais qui n'a pas la même force sur le continent Oh. que du temps d'Ibrahima Silla. Voilà. D'Ibrahima Silla. Oui, d'Africa Star, Claudio, Ah, Claude Tropical. ah. On vous va souvent faire la promotion des artistes africains. Qu'est-ce qui vous lie avec les artistes? Bah, déjà, pour moi, encore une fois, au risque de me répéter, mais la culture, c'est l'identité. Oui. Comment est-ce que l'on fait dans un monde où les cultures afro sont dominées, où les peuples afro sont dominés, où le territoire originel qu'est l'Afrique est dominé par le reste du monde, puisque c'est un peu le grenier du monde, et chacun vient y prendre les matières premières qu'il souhaite, chacun vient y prendre la main-d'œuvre dont il a besoin. Et donc, nous, on a besoin et encore une fois, ce n'est pas pour changer le regard de l'autre sur nous, hein, c'est pour nous-mêmes. On a besoin de se construire. Et moi, je crois à la force qu'ont nos artistes en termes d'impact sur l'inconscient collectif, Oui. sur les imaginaires, et je crois en cela. Donc, mon rôle, c'est, en essayant de ne pas être juste, de ne pas avoir que des goûts personnels, Oui. mais c'est comment est-ce que l'on arrive à faire en sorte que les artistes que l'on présente soient comment dire, des artistes que j'aime pas l'expression de bonne moralité, ça ne veut rien dire, parce que nous sommes des êtres imparfaits, mais en tout cas qui soient des exemples à suivre, Oui. parce que leur musique sont chargées d'estime de soi, voilà, de respect de nos identités. Et donc, c'est en cela, moi, mon travail, il est sur ça. J'ai choisi l'univers de la culture pour ça. Je n'avais pas envie d'être un présentateur de journal télévisé. Oui. Je n'avais pas du tout envie de venir dire ce que l'on doit dire parce que l'agence officielle de presse a dit il faut présenter l'actualité de telle façon. J'avais envie d'être libre. Et il n'y a pas d'espace plus libre que celui de la culture, que celui, justement, et de la musique en particulier. Et là, on parle beaucoup de panafricanisme. Le panafricanisme politique est très compliqué à mettre en place sur le continent. Il y a tellement d'opposition, tellement de gens qui s'affrontent alors qu'ils devraient être en solidarité. Le panafricanisme culturel, il existe depuis bien longtemps. Oui. Il est là. Et c'est par cette identité-là, par la culture, qu'on arrive à exister malgré les oppressions. Oui. Je vais prendre un exemple d'une île où... qui a connu l'esclavage, c'est l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Pendant très longtemps, la musique traditionnelle, la musique héritée des esclaves déportés, qu'on appelle le maloya, était interdite à l'île de la Réunion. Alors, il a fallu que le Parti communiste produise le premier album d'un artiste qui s'appelle Firmin Viry pour que l'on entende cette musique-là. Et aujourd'hui, à La Réunion, et depuis très longtemps, à La Réunion, il y a le 20 décembre la fête carte, qui est le jour de l'application de l'abolition de l'esclavage. Mais le maloya, aujourd'hui, fait le ciment du peuple réunionnais, alors que c'est un peuple qui est mélangé entre africanité, indianité, européanité. Mais le centre, ce qui lie les uns aux autres, c'est ce maloya. Effectivement. Donc on voit bien que ça peut être à la fois la culture et la musique, peuvent devenir, ou la musique en particulier peut devenir un élément de cohésion nationale, de cohésion, voire même sociale, mais en tout cas de cohésion nationale. D'accord. La musique peut devenir un élément de cohésion sociale, mais aussi un moyen d'expression. Et c'est donc parce que c'est un moyen effectivement d'expression. Et beaucoup d'artistes parfois ne se rendent pas compte. Nous, ce qu'on attend d'un artiste, c'est qu'il exprime sa passion. Oui. On ne lui demande pas d'être
d'accepter d'être formaté et de vouloir exister juste pour briller, pour dire bah, j'ai réussi, j'ai une jolie voiture, j'ai une jolie femme, ou des jolies femmes. Enfin, Mhm. on attend juste qu'il nous livre ce qu'il y a dans son âme, Mhm. dans son cœur, dans son esprit, ce qu'il est Mhm. capable d'imaginer et Mhm. qui va venir toucher nos cœurs, Mhm. qui va venir nous rendre fiers parce qu'il appartient à la même nation que nous, parce que les mots qu'il emploie sont tous les mots que l'on ne sait pas dire, on n'a pas pu les mettre ensemble pour exprimer ça, et lui, il l'exprime pour nous. C'est Mhm. pour ça qu'il y a de l'émotion lorsque vous êtes allé dans un concert et que vous voyez des gens danser, des gens entrant, des gens regarder l'artiste comme si c'était Dieu sur terre. Mhm. Et il faut respecter ça. Il faut que les artistes comprennent que lorsque l'on est surtout afro et africain, Mhm. la voix de la culture et de la musique, on ne fait pas de la musique comme les autres. Mhm. Un Français aujourd'hui qui est français blanc, qui fait de la musique, il fait de la musique dans une société, dans un pays Mhm. où finalement les instances, les institutions, la politique, les choses fonctionnent plutôt bien, c'est des pays un peu confortables. Mhm. Nous, on est en train pas de se construire, mais Mhm. de tenter de se reconstruire, ou en tout cas de construire une nouvelle humanité. Humanité. Et on a Et besoin de la culture et de la musique pour ça. effectivement, en parlant aussi d'africanité, pensez-vous que nos artistes doivent être encore plus engagés dans leur musique? Moi, je ne demande pas à un artiste d'être engagé. Mhm. Ce n'est pas parce qu'un artiste est engagé qu'il est meilleur ou majeur par Majeur, rapport à un oui. autre artiste qui, Mhm. lui, nous livrerait de très belles chansons d'amour, très bien écrites. Oui, Ou, moi, j'en ai assez d'entendre des chansons d'amour, et lorsqu'elles sont en français oui. ou chez moi, même aux Antilles, Mhm. où les phrases sont toujours les mêmes. Mhm. J'aime entendre une chanson d'amour lorsque Jocelyne Béroir de Cassave Oui. chante Mauvais Joug, par exemple, parce que c'est bien écrit. On a besoin de gens qui écrivent bien, on a besoin de gens Mhm. qui par leur écriture, par leur plume, par leurs idées, par les thématiques, Comme Charlotte Dipanda. comme Charlotte Dipanda, eh Mhm. bien, tout ça, ça nous nourrit. Mhm. Ça nous nourrit et ça fait de nous des êtres meilleurs. Et lorsqu'on a Mhm. écouté la chanson, on a le sentiment d'avoir appris quelque chose. Mhm. C'est ça aussi le rôle de la musique. Mhm. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que la musique était ancestralement parlant sur le Effectivement, continent, où oui. elle permettait de transmettre l'histoire, de raconter Mhm. justement les épopées des grands hommes ou des Mhm. grandes femmes. Mhm. On n'en est plus là aujourd'hui parce on est dans un autre monde. Mhm. Mais il y a un sens des responsabilités qu'il faut avoir. C'est pour ça que moi, certains rappeurs, parfois afro-français, Oui. je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, à quel point, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a 15 ou 16 ans, lorsqu'on Oui. écoute une musique, on est une éponge. Donc on se dit, ah mais si mon chanteur préféré dit ça, ça veut dire que c'est comme ça que je dois me comporter. Moi, lorsque j'étais gamin, j'écoutais Bob Marley, j'écoutais Earth, Wind and Fire, et ça venait et ça me nourrissait, quoi. Je dis, ah voilà, c'est ça l'esprit qu'on doit avoir. Lorsque vous écoutez des rappeurs qui ne font des femmes que des objets sexuels que l'on dégrade, dont on se sert quand on en a envie, lorsqu'on dit, moi je suis monté sur un braquage, et que ce type de violence-là, vous influencez des jeunes. Des jeunes. Il n'écoute pas au second degré. Un jeune, il écoute au premier degré. Mhm. Et parfois, il reproduit ce qu'il D'accord. entend. Mhm. Vous êtes présentement à Dakar. Vous Ouais. êtes aussi un spécialiste de la musique africaine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez noté une mutation dans la musique sénégalaise? Oui, bien sûr. Alors, ce que j'aime à la fois, c'est que ce mbalar qui est très sénégalais, qui a Oui. eu beaucoup de mal à s'exporter, à Mhm. l'exception de Youssou N'Dour ou de quelques autres, ou de Omar Penn, enfin voilà. Mhm. Mais ce mbalar ne perd pas son ADN, Mhm. mais il accepte les influences. Et c'est normal, Mhm. on est dans un monde, le monde des réseaux sociaux, le monde où on regarde justement tout ce qui se fait ailleurs et à 360 degrés. Mhm. Donc, et je trouve que le mbalar actuel, moi, me plaît. Alors, il y a des textes que je ne comprends pas, que je me fais traduire parfois, ou Mhm. parfois pas. Mais lorsque je ressens l'émotion, je me dis, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Il faut faire attention de ne pas perdre ça. Et puis, il y a d'autres musiques au Sénégal, également des tradis modernes, qui méritent Tradis modernes, oui. d'être mises en avant. Mhm. Oui, il y a une évolution extraordinaire, mais en Extrêmement. l'espace de 5-6 ans, il y a eu comme une sorte de booster dans la musique, aussi bien en termes de création musicale, mais aussi en termes de production de vidéoclips. C'est impressionnant. La qualité du travail des artistes, et quand je parle d'artistes, je ne parle pas que des chanteuses, chanteurs et des musiciens, je parle des réalisateurs, Mhm. de ceux qui conçoivent les clips. Et ouais, non, il y a une belle évolution Il y a une et belle moi, ça me évolution. fait plaisir. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, Claudie, on rappelle qu'aussi vous êtes chanteur, vous. Oui.
Et, J'ai commis quelques albums. oui. Et parmi les albums, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Ben moi, de la folle épopée de Claudie? alors, je dis toujours que l'intérêt de ce que je fais en musique Mhm, résulte surtout dans les messages qui sont les mhm, miens. mhm, Le premier album, c'était avec un groupe que j'avais créé qui s'appelait Saline. Le mhm, premier album, c'était Rebelle, 1990. Donc Rebelle, ça veut tout dire et les messages étaient déjà... Le deuxième album, c'est Génération Consciente, mhm, fin 1991. mhm, Et puis il y a eu tant de combats à mener, trouver sa route. Voilà. Moi, je me suis toujours saisi de la musique mhm, pour faire passer des messages. mhm, Et des messages mhm, panafricanistes, de conscientisation, et cela dès les années 90. mhm, Certains me disent: ah, je ne savais pas que tu faisais de la musique. C'est vrai qu'on n'était pas à l'ère des réseaux sociaux à ce moment-là, mhm, et mhm. que les choses mettaient du temps à arriver. Aujourd'hui, on fait une chanson, on l'envoie Sur YouTube, exactement, et tout de ok. suite, on peut faire des centaines de milliers Mhm, de vues. Donc, euh, moi, c'est pour ça que j'ai un respect profond pour la musique. mhm, J'ai un respect profond pour... Chacun doit jouer son rôle, chacun doit assumer sa tâche, mhm. chacun doit mener une mission et qu'il l'amène à bien. D'accord. Ma musique, elle est panafricaniste. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un Africain de Guadeloupe. Oui. Et alors, nous allons parler aussi du colonialisme que vous considérez comme un crime. Quelle est votre position là-dessus? Alors, c'est très étonnant parce que certains, même africains ou afro-européens, me disent: oui, mais tu sais, tu ne peux pas dire que la colonisation est un crime contre l'humanité, il n'y a jamais eu de légifération sur cette question-là. Mhm, Je leur dis: mais voyez, c'est là tout le problème du complexe du colonisé. mhm, Vous voulez toujours attendre que les autres fassent pour que vous puissiez accepter ce qui vient d'être décidé. mhm, Moi, je n'ai pas eu besoin qu'il y ait une loi en France sur la criminalisation de l'esclavage pour dire mhm. que l'esclavage est un crime contre l'humanité, même si respect à Christiane Taubira, puisque c'est la loi Taubira de 2001. Oui. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'Europe décide un jour Mhm, que la colonisation fut un crime contre l'humanité ou est un crime contre l'humanité, parce qu'il y a encore des formes de colonisation sur la planète. On voit ce qui se mhm, passe en Palestine mhm, face à Israël. mhm. Et je n'ai pas besoin d'attendre que l'Occident légifère sur la question pour dire que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et moi, j'appartiens à une terre où il y a eu effectivement le crime de l'esclavage et Mhm, le crime de la colonisation. mhm, Et qu'en 2023, mhm, il y a toujours ces résidus-là et ces présences d'éléments, ce sont peut-être des statues, des noms de rues, qui nous rappellent, mhm, et puis surtout toute la discrimination et les ségrégations et le mhm, racisme, mhm, qui nous rappellent la colonisation. mhm. Et je trouve que parfois, lorsque je viens encore en Afrique, je me dis: mais comment se fait-il qu'il y ait encore des noms qui rappellent la Oui. colonisation, qu'il y ait encore des noms de rues, de personnages, au Sénégal par exemple, qui rappellent la La colonisation, mais colonisation. dans d'autres pays. C'est-à-dire que ce n'est pas faire... pour moi, ce n'est pas un déboulonnage de l'histoire ou une façon d'effacer l'histoire que de Mhm, dire: mhm, il ne peut plus y avoir euh, en Afrique, parlons du Sénégal, il ne mhm, peut pas y avoir de noms qui nous rappellent mhm, l'époque coloniale. mhm, Ça nous rappelle un temps mhm, où il y avait un peuple arrivé par les armes mhm, à dominait une population. La mhm, colonisation, c'est la domination d'un peuple sur un autre. Et c'est inacceptable. mhm, Donc, s'il y a encore des résidus de cela, mhm. il faut les effacer. D'accord, d'accord. En se rappelant de tout ce qui s'est passé, surtout en 1944 dans le Ouais, camp Tcharoy, ouais. est-ce que vous pensez que Mais la il y a France... Tiaroy, mais il y a tellement d'autres crimes. Oui, d'autres crimes, oui. Est-ce que vous pensez que la France est toujours dans l'obligation de présenter ses excuses? Moi, je pense qu'elle gagnerait à le faire. Et moi, je pensais vraiment que la France de Macron le ferait. D'accord. Puisque lorsqu'il était candidat à l'élection Vous présidentielle à pensez... Alger, il avait déclaré, il a dit: la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais présenter les excuses publiquement. Mais moi, je crois que c'est une façon de tourner une page, parce que c'est un nœud aujourd'hui Mhm, entre la France, euh, euh, l'Afrique et l'Afrique francophone en particulier, mhm, les Caraïbes, mhm, la terre guadeloupéenne, mais la mhm, Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, mhm, c'est un nœud. Donc mhm. oui, il faut savoir dire: nous demandons pardon, et comment pouvons-nous réparer cela, Mhm, et mhm. pour que l'humanité passe à un autre chapitre de son histoire. Parce que c'est Effectivement. bien de cela. Là, aujourd'hui, nous sommes comme une sorte, ou une croisée des chemins, où nous sommes enfermés tous ensemble dans une même pièce. Mhm, C'est-à-dire ceux qui refusent, ils vous disent non à la repentance. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de repentance? Il y a quelques jours, une famille découvre que
leurs ancêtres possédaient plus de 1000 esclaves à l'île de la Grenade dans la Caraïbe. Et cette famille-là a décidé à la fois de demander pardon et de verser des réparations à l'île de la Grenade. C'est extraordinaire. Lorsque le roi des Belges va à Kinshasa et demande pardon au nom de la colonisation et des crimes qui ont été commis lors de la colonisation, lorsque l'on sait aujourd'hui qu'une grande compagnie d'assurance comme la Lloyd assurait les bateaux négriers, c'est-à-dire qu'elle a gagné son argent sur l'esclavage. D'accord. Donc, à un moment donné, oui, il faut dire les choses et il faudrait que la France ait le courage de faire ça. Mais pourquoi est-ce que la France ne fait pas ça? Parce qu'elle est dans un temps où il y a un repli identitaire, où il y a un vrai racisme qui s'exprime, Oui. alors qu'en France, le racisme n'est pas une opinion, mais bien un délit puni devant les tribunaux. Vous voyez aujourd'hui sur les chaînes de télévision, dans la presse écrite, à la radio, des gens qui expriment leur racisme et des responsables politiques qui expriment leur racisme. Il ne faut pas se faire d'illusions. En 2027 en France, c'est l'extrême droite qui sera au pouvoir. Effectivement. On vous a vu aussi saluer le geste du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, en rebaptisant de quelques rues aux noms africains, Oui. des noms qui portaient des rues qui oui. portaient des noms français. Oui. Vous avez des similitudes ou des choses en commun avec Ousmane Sonko, bien? Alors certains voient ça comme un sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est une étape normale vers une émancipation réelle. C'est tout. Et si en face, on ne le comprend pas parce qu'on veut toujours rester cette grande France qui essaime, qui exprime sa culture et tout le monde devrait se soumettre, eh bien non. Ce qu'il fait, il redonne de la dignité à ses concitoyens. Il dit voilà, cette époque-là, c'est une époque révolue. Alors, il n'y a pas de raison que l'on conserve des noms de rues qui nous rappellent c'est cette époque. Effectivement. C'est aussi basique que ça. Si des Français, la classe politique française ne comprend pas ça, si des gens mettent ça sur le compte d'un sentiment anti-français, c'est qu'ils n'ont rien compris. Et moi, j'aime à dire ça, qu'importe ce que l'autre pense de nous. Moi, je ne souhaite jamais... je ne veux pas que l'autre ait un regard sur moi parce qu'il se dit que je suis comme ça ou qu'il voudrait que je sois comme ça. Je suis moi-même. Et ce qu'il pense, je n'ai que faire. Et il est temps peut-être pour nous d'arrêter de faire des choses en fonction de l'autre. Qu'est-ce que l'autre, l'occidental, l'européen va penser de nous si je fais ça? C'est un complexe de coloniser. Faisons ce que nous avons à faire. Si on a envie de se mettre une plume sur la tête et que l'européen dit mais pourquoi vous faites ça? Je dis bah, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Effectivement. En saluant son geste, le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, qu'en pensez-vous de lui? Moi je pense que c'est un homme de son temps. Oui. Il correspond à la fois aux attentes de toute une jeunesse. Et quand je parle d'une jeunesse, je parle d'une jeunesse adulte, déterminée, très politisée, parfois excessive. Mais et alors, on a le droit d'être excessif. Au regard de tout ce qui s'est passé, au regard de nos envies, de nos aspirations, on a le droit d'être excessif. L'excès n'est peut-être considéré par certains comme un défaut, mais moi je trouve que c'est aussi un moteur, aussi l'excès. Et donc non, moi je pense que c'est un homme qui va réaliser de grandes choses dans sa vie. D'accord, en parlant aussi... Volontairement, je ne rentre pas parce que n'étant pas sénégalais et ne votant pas, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire parce que je ne suis pas là pour donner des leçons. Mais en tant qu'observateur, en tant que panafricaniste, lorsque je vois l'action qui est la sienne, les propos qui sont les siens, dans cette volonté justement d'émancipation et d'une vie meilleure pour ses concitoyens du Sénégal. Du Sénégal, oui. C'est un homme de sa génération, il est dans son temps, il met le curseur au bon endroit. La preuve, c'est que beaucoup de gens le suivent et l'écoutent. D'accord. Et nous sommes en Afrique et on sait souvent que l'Afrique est souvent tombée dans le chaos à cause de ce qu'on appelle soif de pouvoir, surtout le troisième mandat, qui est source de violence presque dans toutes les capitales africaines. Et quelle est votre position là-dessus sur les troisième mandats? Moi, je vais vous étonner. Oui. Je vais vraiment vous étonner parce que je vais vous raconter juste que l'Afrique s'est piégée elle-même dans ces histoires de deuxième ou de troisième mandat, de septennat et de quinquennat. Ah bon? Et parce qu'on était justement, on va faire un peu d'histoire, 1990, le sommet de la Baule, les sommets France-Afrique, et Mitterrand demande aux chefs d'État africains d'aller vers le multipartisme. Très bien, multipartisme. Avec, tout ça n'était pas très clair, multipartisme.
À l'époque, en France, on était sur un septennat présidentiel. Donc, les pays se conforment à l'ancienne puissance coloniale, on est sur un septennat. Lorsque la France est passée au quinquennat, des pays sont passés au quinquennat. Lorsque la France est passée à 2 mandats, uniquement 2 mandats et pas 3 mandats, eh bien, certains pays d'Afrique sont tombés dans ce truc en disant, nous aussi, on va faire 2 mandats. Sauf qu'on n'est pas au même niveau de développement. Et c'est pour cela que je dis, l'Afrique s'est laissée piéger dans ce complexe de coloniser. On fait ce que le colonisateur fait, et il en va de même pour nos constitutions. Les constitutions des pays d'Afrique sont calquées sur les constitutions de l'ancienne puissance coloniale. La constitution française, elle correspond à l'histoire et à l'identité de ce peuple. Ces constitutions-là ne peuvent pas être des constitutions valables pour nos pays. Il y a eu, et je parle de l'empire du Mandé, il y a eu des constitutions qui correspondaient à ce que sont les peuples. Et aujourd'hui, je crois qu'il faudrait, les responsables politiques seraient bien inspirés en se disant, voilà, on va essayer de mettre tout à plat. On va essayer de mettre en place des constitutions qui nous correspondent. L'idée, ce n'est pas forcément le temps qu'une personne reste au pouvoir, mais est-ce que cette personne-là, durant les mandats que lui octroie le peuple par son vote, est-ce que ces personnes-là font ce que l'on attend d'elles? Oui ou non? Il faut qu'il y ait des garde-fous dans ces nouvelles constitutions africaines qui, si tu ne fais pas ce pourquoi tu es venu, si jamais c'est le détournement de fonds publics, que l'on puisse te sortir immédiatement du jeu et qu'une autre femme ou homme puisse prendre le pouvoir. Il faut que nous ayons des constitutions qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, et pas des constitutions héritées, encore une fois, de l'ancienne puissance coloniale. C'est pour ça que je dis, 2e ou 3e mandat, finalement, le fait qu'on ait ce type de constitution, on est déjà dans le piège. Donc, lorsque on parle de 2e ou 3e mandat, oui, ça fait partie des éléments du piège, quoi. Voilà. Donc, mais encore une fois, lorsque la parole est donnée pour 2 mandats, il ne peut pas y avoir de 3e mandat. D'accord. Vous prenez toujours la génération consciente. Oui. Avez-vous un message à adresser à la jeunesse africaine, plus particulièrement la jeunesse sénégalaise? Aujourd'hui, on est dans un nouveau panafricanisme. Oui. J'aime toujours à répéter, parce que beaucoup de gens ne le savent pas et beaucoup de jeunes sur le continent ne le savent pas, le panafricanisme n'est pas né en Afrique. C'est né où? Il est né dans la Caraïbe et en Amérique du Nord. Il est né à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y a encore des guerres coloniales en Afrique. Le premier congrès panafricain est organisé à Londres en 1900. Je dis bien en 1900, organisé par un avocat trinidadien. Il y aura un congrès en 1919, 1921. Le premier congrès panafricain a été organisé en 1958 en Afrique. C'est le 8e. Et donc, pourquoi j'évoque le panafricanisme? Aujourd'hui, on est dans un certain panafricanisme qui est porté par certains avec haine. Et la haine, c'est une solution pour personne, quel que soit l'être humain. La haine, ce n'est pas une solution, c'est un poison qu'on s'inocule soi-même. Le panafricanisme, c'est à la fois l'identité, je parlais de culture tout à l'heure, mais c'est surtout la promesse de construire un monde, encore une fois, qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est pour ça que je parle de génération consciente. Le panafricanisme, moi je sais, je n'attaque jamais de panafricanistes, même lorsque je ne suis pas d'accord avec leur posture. Pourquoi? Parce que la lutte est trop difficile et trop dure. Il faut être unis. Même lorsque je ne suis pas d'accord, si vous m'aviez interviewé en me demandant qu'est-ce que je pense de tel panafricaniste, je ne vous aurais jamais dit du mal de la personne, même si je ne suis pas d'accord avec la manière dont il fait les choses. Parce qu'on a besoin d'être fort et d'être unis, de montrer justement cette unité. Et c'est en privé qu'on se parlera. C'est comme vous l'avez fait avec votre ami Kémy Séba. C'est comme je l'ai fait avec Kémy Séba, c'est comme je l'ai fait avec d'autres, c'est comme ce que je vois et où parfois je ne suis pas d'accord. Et lorsque je suis sur un plateau de télévision en France et on me dit que pensez-vous de ce que dit Eguchi Béhanzin et est-ce que vous condamnez ce qu'il dit? Je dis non, je ne condamne pas ce qu'il dit. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça et pourquoi il est dans cette posture-là, même si vous la trouvez excessive. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et pour moi, le panafricanisme, c'est ça. J'ai une phrase dans cette génération consciente, pour en terminer. Je dis s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. S'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Et beaucoup de gens sont dans le panafricanisme, même s'ils sont sincères, je suis persuadé qu'ils sont sincères, mais ils y trouvent aussi une existence sociale. Oui. Moi, mon existence sociale, je l'ai dans mon métier. Et mon panafricanisme et mon militantisme, eh bien, il est venu perturber ma carrière. Il est venu freiner ma carrière. D'accord. Mais qu'importe. Le plus important,
C'est ce que nous défendons. Avant de terminer, nous allons revenir à la musique. Ouais. Récemment, votre ami Youssou N'Dour a été classé parmi les 200 artistes les plus influents à travers le monde. Normal. J'espère que vous saluez cette distinction et cette belle consécration à son honneur. Ce n'est qu'une évidence. Oui. C'est tellement évident. N'oublions jamais qu'au Sénégal, la première personnalité qui enregistre et commercialise un CD-ROM pour présenter le Sénégal, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, c'est Youssou N'Dour. Et à l'époque, il n'était qu'artiste, mais un artiste engagé pour la culture de son pays. Ouais, la culture, l'identité, encore une fois, la valorisation, la dignité, c'est ça. Donc c'est normal. Moi, j'ai vu Youssou discuter avec les plus grandes personnalités de la planète. Et lorsqu'il discute avec les plus grandes personnalités de la planète, c'est pour dire mon Sénégal, mon continent. Et ça ne pouvait faire de lui qu'un personnage. C'est un mythe vivant, Youssou N'Dour. C'est un mythe vivant. Et il faut le préserver. Et clin d'œil à votre ami, sœur, Kumba Gawlo Seck. Ah ben, Kumba, qui sera mon invité lundi sur France 24 à l'affiche Planète Afro. Oui. Moi, j'aime cette femme. J'aime son humilité. J'aime également sa combativité face aux difficultés parce qu'elle vit des moments difficiles. Et j'aime ce qu'elle est, j'aime ce qu'elle défend, j'aime sa capacité à la fois être une chanteuse populaire et nous rappeler aussi l'histoire, rendre hommage aux uns et aux autres. On en parlait avant cet enregistrement. Oui, oui. Elle est capable de tout ça. C'est un personnage également important pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde. Et elle va bientôt revenir sur scène avec de belles surprises. Oui, elle va revenir sur scène. Elle a de belles chansons, de belles nouvelles chansons. Et on a tous hâte de la retrouver parce qu'elle nous manque. Alors, Claudie, vos derniers mots? Ben, je pense qu'on s'est dit tellement de choses. Oui. Et dire qu'aujourd'hui, par exemple, il faut que les uns et les autres, que vous soyez conscients, et je parle des personnes sur les réseaux sociaux. Oui. Parfois, vous n'arrêtez pas de dire, oui, il faut quitter la France, revenir en Afrique. Il y a des gens dont les grands-parents sont arrivés en France, d'origine sénégalaise, dont les parents sont nés en France, et les enfants sont nés en France, ils sont adultes aujourd'hui et s'apprêtent à avoir des enfants. Ils ne reviendront probablement jamais. Peut-être en vacances, mais leur vie est française. Et tout comme vous ne demanderez jamais à Jay-Z et à Beyoncé de revenir en Afrique, leur vie, elle est afro-américaine. Et il faut accepter ça, il faut accepter qu'aujourd'hui, l'Afrique, par l'histoire, est aux quatre coins du monde. Et là est notre force. Il faut s'appuyer aussi sur les diasporas. Et moi, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin en politique. J'ai été délégué interministériel il y a quelques années, en 2011-2012. Et j'ai décidé aujourd'hui de monter un mouvement qui va devenir un parti politique en France. Alors certains taxeront ce parti politique de parti communautaire, parce qu'il y aura beaucoup d'afro. Est-ce que le Parti socialiste en France, est-ce que Renaissance, est-ce que les LR sont des partis communautaires parce qu'il y a plus de blancs, il y a surtout 98% de blancs et pas de noirs? Non. Mon parti sera un parti de Français et qui ont une autre vision de la société française. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles donc? Aucune. Cette idée de parti, c'est juste pour... Moi, je veux être un accélérateur, un booster, un fédérateur. C'est-à-dire, je veux qu'une nouvelle génération de femmes et d'hommes entre en politique en France. Et peut-être que parmi ces jeunes-là, certains ou certaines deviendront président, premier ministre ou je ne sais pas de ce pays-là. Et c'est pour ça que je veux travailler. Je ne verrai peut-être jamais les résultats du travail que nous sommes en train de faire là. Mais qu'importe, moi je ne fais pas les choses pour voir les résultats, je ne fais pas les choses, moi je ne plante pas pour récolter. Je plante pour que demain mes enfants ou mes petits-enfants, tous nos petits-enfants et nos enfants récoltent. Claudie, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste emblématique à la RFI, chanteur et chef d'entreprise. Et aussi, vous animez l'émission Couleur Tropicale, la plus grande discothèque de l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment pour cette invitation. Merci aussi à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci encore une fois de plus. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec notre invité. Merci. À bientôt.